marchandises venant de lointaines contrées étaient pesées ici avant d'être vendues sur le marché. Car il fallait bien entendu d'abord payer l'impôt. C'était l'une des tâches principales du poids public. Le nouveau poids public a été achevé en 1669 et les balances y ont été accrochées au printemps de 1670. L'architecte Post n'a malheureusement pas vécu l'inauguration festive. Il est mort un an plus tôt, le 2 mai 1669. Ce que vous avez probablement remarqué dès votre entrée, c'est le lourd plafond en chêne et les énormes poutres de soutien en bois, chacune étant constituée d'un seul tronc d'arbre entier. Derrière chacune de 6 entrées, il y avait autrefois une grande balance. À côté, il y avait une table remplie de poids, du plus grand au plus petit, marquée de chiffres indiquant le poids. Les balances pouvaient circuler de et vers la porte sur la poutre à laquelle elles étaient suspendues. Ceci facilitait le chargement et le déchargement de la marchandise. Tout dans le poids public était axé sur la rapidité et l'efficacité. C'était un bâtiment ultra moderne à l'époque. Si vous regardez le jour auquel la balance est suspendue, vous verrez une zone rouge au milieu avec une flèche blanche. Les marchandises étaient placées sur un plateau et les poids sur l'autre, jusqu'à ce que la flèche blanche soit exactement au milieu. La balance était alors en équilibre. En additionnant les numéros des poids, on déterminait le poids et ainsi la taxe due. Le commerçant obtenait le résultat écrit noir sur blanc et pouvait aller vendre ses marchandises sur le marché. Il ne reste plus qu'une seule balance originale dans le coin gauche, avec les poids à l'arrière. Les 5 autres balances ont été retirées pour créer un espace pour la boutique du musée et bureau d'information touristique. Comme vous pouvez le constater, les poutres et les jougs sont toujours bien présents. Après 1850, la production industrielle des marchandises a augmenté et de plus en plus d'emballages standards ont été introduits, sur lesquels le poids était déjà indiqué. Les balances ont alors de moins en moins été utilisées. Après 1920, cependant, le commerce du fromage a connu une nouvelle expansion et depuis lors, seul le fromage est encore pesé ici. Aux alentours de 1937, 4,2 millions de kilos de fromage étaient pesés et échangés. Ensuite, la situation s'est rapidement dégradée, en partie à cause de la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez maintenant emprunter le grand escalier en colimaçon situé à l'arrière pour atteindre le premier étage. Là, vous pouvez activer l'histoire suivante sur le point 3.
hôtel de ville. Pendant pas moins de 2 siècles, l'économie de Gouda a été stimulée par l'exportation de la bière. Elle a apporté à la ville une richesse sans précédent et fait de Gouda l'une des 5 villes les plus influentes de Hollande. Grâce à sa localisation unique sur un fleuve à marée, Gouda bénéficie d'une eau de canal relativement propre. En ouvrant les vannes à marée basse, l'eau sale du canal est évacuée de la ville. À marée haute, l'eau douce du fleuve s'écoule dans la ville. L'eau est si propre que même les riches Amstelodamois y font laver leur linge sale. L'eau propre est également essentielle au brassage d'une bonne bière. Au départ, les femmes de Gouda brassaient la bière à domicile pour leur propre usage. La teneur en alcool de cette bière est faible et elle est bue par toute la famille, y compris les enfants, parce qu'elle est plus saine que l'eau potable douteuse. Vu l'augmentation de demande de bière, les premières brasseries ont été créées au cours du XIVe siècle. Les exportations ne cessent également de croître. Un demi-siècle plus tard, quelques 7 millions de litres de bière par an sont exportés, principalement vers les provinces du Brabant et de Flandre. Lorsque Gouda commence à produire la fameuse Kuitbier au début du XVe siècle, une bière bon marché mais de bonne qualité, les exportations vers le sud explosent. Vers 1470, à l'apogée de l'exportation de la bière, il n'y a pas moins de 200 brasseries à Gouda, produisant environ 15 millions de litres de Kuitbier par an. Même le conseil communal de Gouda tire profit de l'industrie florissante de la bière. Ils perçoivent la taxe sur les céréales importée massivement par les brasseurs. Environ la moitié du coût du nouvel hôtel de ville est payé par ce billet. Si vous voulez en savoir plus, appuyez sur le bouton cible. Gaufres de Gouda. Avez-vous déjà goûté au gaufre au sirop? Nous vous le recommandons vivement. La célèbre gaufre au sirop néerlandaise a été inventée à Gouda. La plus ancienne recette conservée date de 1810 et a été écrite par Pieter Willem Kamphuizen. Il possédait un magasin de pain, mais vu la grande pauvreté qui régnait à Gouda, les affaires étaient si mauvaises que Kamphuizen a décidé de se lancer dans la vente de biscuits. Il s'est mis au fourneau et a créé un biscuit constitué de 2 gouffres avec du sirop entre les deux. C'est ainsi qu'il est né, la gaufre au sirop. Il n'est pas certain que Kamphuizen soit réellement l'inventeur de la gaufre au sirop. On dit aussi qu'elle existait déjà auparavant. À partir des restes de pâte et des miettes de biscuits, les boulangers de Gouda préparaient des biscuits qu'ils coupaient en deux et remplissaient du sirop à la boulangerie. Ces biscuits bon marché, mais nutritifs, étaient vendus à l'arrière-boutique aux nombreux pauvres de Gouda. Nous ne connaîtrons peut-être jamais la véritable histoire, mais une chose est certaine. Les gaufres au sirop de Kamphuizen sont devenus extrêmement populaires. En 1829, il a ouvert la toute première boulangerie de gaufres au sirop à Gouda, qui est restée aux mains de la famille pendant 1 siècle et demi, ainsi que sa recette secrète de gaufres au sirop Kamphuizen. L'énorme succès a conduit de nombreux boulangers de Gouda à suivre l'exemple de Kamphuizen. Au plus fort de la saison, il y a plus de 100 boulangers de gaufres au sirop à Gouda. Chaque boulanger développe sa propre version avec sa propre recette. Carte. Cette carte nous donne une image
1649. Au milieu de la carte, vous pouvez clairement voir la place du marché triangulaire avec l'hôtel de ville actuel, qui a été 2 siècles. Comme vous pouvez le voir, il manque le poids public derrière l'hôtel de ville. Il ne sera pas construit avant 20 ans. En bas à droite, nous pouvons encore voir une partie de l'IJssel hollandais. Entre cette rivière et la pointe sud, la place du marché, coule un canal qui s'infléchit vers la gauche près de l'église. C'était à l'origine le cours de la rivière tourbeuse, la Gouwe. C'est à cette petite rivière, la Gouwe, que Gouda doit son nom. Et c'est près de ce coude que la ville a été fondée vers 1100-1150. La situation de Gouda, au point de rencontre de la Gouwe et de l'IJssel hollandais, a joué un rôle crucial dans le succès de la ville pendant des siècles. Grâce à sa position stratégique le long des routes commerciales très fréquentées, Gouda a pu devenir un centre commercial dynamique. En 1649, de nombreux navires de commerce accostaient également à Gouda. À leur arrivée et sur leur passage, les bateliers pouvaient admirer l'impressionnante façade de l'hôtel de ville. En raison de l'étroitesse des écluses et des canaux, un passage par Gouda pouvait parfois prendre jusqu'à 3 jours, permettant à de nombreux magasins et entreprises de profiter de ce commerce. La production de pipes en terre et l'industrie du tissu étaient alors les 2 secteurs les plus importants. La ville telle que vous la voyez sur cette carte est toujours presque identique au centre-ville actuel. Les canaux qui ont été creusés vers 1350 sont toujours là. Les murs de la ville ont été détruits au XIXe siècle. Fromage de Gouda. Pourquoi le fromage de Gouda est-il devenu si populaire? Tout d'abord parce que son goût est unique. Ceci est dû à la forte acidité du sol dans les polders aux alentours de Gouda. C'était auparavant une tourbière. L'excavation du Stol pour la tourbe a créé des terres marécageuses sur lesquelles il était pratiquement impossible de cultiver. L'élevage bovin était donc un choix évident dans cette région. L'herbe est riche en protéines grâce à ce sol acide. Cela donne un lait de vache gras au goût sucré. Ce lait particulier est la base du véritable fromage de Gouda. Et comme Gouda était un centre de commerce florissant, le fromage de Gouda pouvait compter sur un marché étendu. Les visiteurs de la ville n'étaient pas les seuls à découvrir notre fromage. Grâce à l'exportation dynamique vers l'étranger, les habitants de pays étrangers lointains ont pu aussi le découvrir. Le fromage de Gouda se conserve bien et est facile à manutentionner. Le processus d'affinage n'est pas non plus perturbé pendant le transport. C'est ce qui a fait la popularité du fromage de Gouda, bien au-delà de l'Europe. Mais bien que le nom le suggère, le fromage n'a jamais été fabriqué à Gouda même. Seule la commercialisation du fromage avait lieu ici. Le fromage provenait principalement des fermes situées autour du village de Stolwijk, à environ 6 km d'ici. Jusqu'au XVIIe siècle, le fromage était connu localement sous le nom Stolwijkse ou Stolkse. Au départ, le fromage était également commercialisé sur le marché au fromage de Stolwijk. Mais en 1395, Gouda s'est vu accorder le droit de marché régional et les agriculteurs des environs ont été
contraints d'échanger leurs marchandises au marché de Gouda. Il en va de même pour les agriculteurs de Stolwijk et leurs délicieux fromages. Schoonhoven, une ville située sur la Lek au sud de Gouda, a fait concurrence pendant un certain temps en vendant également du fromage Stolwijk. Mais les habitants de Gouda sont allés en justice et ont obtenu que le fromage Stolwijk soit commercialisé exclusivement à Gouda à partir de 1560. Avec le recul, on peut dire que cette démarche a été particulièrement lucrative. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a commencé à parler du fromage de Gouda, puisque c'est ici qu'il était exclusivement commercialisé à l'époque. L'exportation a également connu un important essor à l'époque. Le fromage est devenu progressivement le produit commercial le plus important de Gouda. Et il est maintenant apprécié dans le monde entier. Quelques 660 millions de kilos de fromage sont encore produits en Hollande, dont 500 millions de kilos sont exportés. Le Néerlandais moyen consomme 17 kilos de fromage par personne et par an. Et tout cela grâce aux producteurs de fromage des environs de Stolwijk. Vous voulez en savoir plus sur Unicas, partenaire du musée? Appuyez sur le bouton C maintenant. La base. Bienvenue dans l'art de la fabrication du fromage. Le fromage de Gouda est le fromage le plus connu et le plus consommé au monde. Après avoir vu le film, vous aurez une bonne idée du processus de fabrication du fromage. Qu'est-ce qui rend notre fromage si populaire? À cet étage, nous allons tout vous raconter et vous expliquer à nouveau le processus de fabrication du fromage à l'aide d'outils anciens qui étaient utilisés dans la fabrication traditionnelle du fromage. Un bon fromage commence par du bon lait. Vous voyez ici le matériel utilisé pour traire les vaches. Un tabouret de traite en bois, des jougs de traite en bois, des seaux en zinc, des barattes et des tamises à lait. Car inutile sans doute de vous l'expliquer, le fromage de Gouda est fabriqué à partir de lait de vache. Le fermier trayait à la main. Il n'avait alors besoin que d'un tabouret de traite et d'un seau à lait. Les tabourets de traite n'avaient qu'un seul pied et souvent une ceinture ou une corde à attacher autour de la taille. Le fermier pouvait alors passer facilement et rapidement d'une vache à l'autre. Les jougs de traite en bois, dont vous voyez 3 exemplaires ici, étaient utilisés par le fermier pour transporter les seaux à lait plein. Le joug était porté sur les épaules, avec l'encoche dans la nuque. Un seau était suspendu au crochet aux 2 extrémités. Bien équilibrés, le fermier pouvait alors les porter sans les renverser. Les seaux à lait étaient vidés dans une baratte à lait surmontée d'un tamis pour récupérer les morceaux d'herbe et de paille. Vous pouvez en voir quelques exemplaires ici. Dans le bain de saumure pendant 8 heures minimum à plusieurs jours.
selon la taille du fromage. Cela était nécessaire pour la saveur, la durée d'une première couche de protection perméable, et pouvait alors affiner sur les étagères à fromage jusqu'à atteindre l'âge souhaité. À mesure qu'il mature, le fromage perd de son humidité, devient plus ferme et d'une saveur plus intense, ardue jusqu'aux étoiles, et revient à dire qu'il n'y a pas de